Je vous remercie. Je voudrais commencer par une chose qui me paraît une chose très importante, puisqu'on parle de sciences humaines et sociales et de transfert. Globalement, je sais que dans ces enceintes, on n'aime pas trop qu'on dise ça, mais sur le plan de la popularité, et ça aurait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires, les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tout, c'est les journalistes et les hommes politiques. Et donc, quand un sujet de santé est pris, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est la vérité. Non, mais en fait, on le sait bien. Quand un sujet de santé est pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Voilà, je crois que c'est un point important. Cette confiance-là, il faut s'en méfier parce que on a un risque de décrédibilité de notre métier, parce qu'on passe d'une époque scientiste dans laquelle on croyait, on nous a cru tout puissants, on a remplacé les dieux. Et en réalité, nous sommes dans une période où cette croyance qui est partagée par un certain nombre de scientifiques, qui pensent que ce qu'ils croient à un moment est une vérité établie, nous amène à voir le public constater que nous sommes arrogants parce que nous nous trompons souvent. Et donc, moi, je suis en désaccord, mais comme souvent, avec un certain nombre de présentations ici. Vous voyez, tous les gens qui nous disent ce qui va se passer en 2020 et 2050 c'est comme mon voisin Nostradamus, ils essaient de prévoir des choses que personne ne peut prévoir. On ne sait pas. Donc, toute interrogation sur l'avenir doit commencer par on ne sait pas, mais si les choses se passent comme elles se sont passées dans le passé, la projection donne ça, mais la vie est pleine de surprises et d'événements chaotiques que nous ne pouvons pas prévoir. Et ça mine notre crédibilité qu'un certain nombre de scientifiques croient pouvoir prédire l'avenir et les catastrophes. Et ensuite, l'absence de réalisation de ces prédictions nous mine sans arrêt et minera notre crédibilité à terme. Alors, les infections dans le monde et les problèmes majeurs, c'est plus de 30%. 30%, c'est les infections aiguës, mais c'est au moins 30%, les trois grands, sida, tuberculose, paludisme. Un trou, on promet aux gens des vaccins pour ça qui marcheront, il n'y en a toujours pas. Ce n'est pas une faute d'argent. On a mis des milliards là-dessus. C'est qu'il y a un trou de connaissances. Nous sommes ignorants de ça. Nous ne savons pas comment on fait les vaccins pour les maladies qui ne sont pas immunisantes. Il y a un trou de connaissances. Deuxièmement, les infections digestives et les infections respiratoires, qui sont les plus communes et les plus grands tueurs à la surface de la Terre. Les infections prévenues par les vaccinations qui sont en train de toutes rebondir. Les cancers infectieux, quand on oublie qu'ils sont infectieux, à peu près 25% au moins des cancers sont d'origine infectieuse. Et puis les infections émergentes qui naissent de trois aspects. D'une part, des outils nouveaux qui comblent notre ignorance, une partie de notre ignorance, et à peu près 80 à 90% de ce que nous connaissons maintenant à moins de 20 ans, on va le voir. Deuxièmement, les changements dans notre environnement, les rencontres. Les maladies infectieuses, c'est jamais que le déséquilibre de notre écosystème. Et donc, en changeant de niche, en changeant d'écosystème, eh bien, on est exposé à de nouveaux risques et de nouveaux microbes. Et l'existence de nouveaux organismes, et comme ça a été dit par Manu Guerra, surtout les nouveaux organismes, c'est les bactéries résistantes et les virus à ARN. C'est ça, majoritairement. La diapositive suivante. Vous voyez, le nombre de bactéries découvertes depuis ces dernières années. On est parti de 1800 en 1980. Actuellement, on est à 14 000 bactéries identifiées, répertoriées. Et donc, vous voyez cette augmentation. Et au tout début, il faut vous imaginer qu'il y a 3 millions d'espèces d'insectes connues, et nous n'avons que 14 000 bactéries. Il y a probablement une bien plus grande diversité de bactéries que d'insectes. Nous, on s'est beaucoup battu là-dedans. On essaie d'en prendre une proportion non négligeable. Et je veux dire que tout ça a été possible simplement, et c'est un vrai message que je veux vous faire passer, parce que dans les CHU, et grâce au financement du ministère de la Santé, nous avons pu constituer ça alors que ça n'était pas une priorité organisée au niveau national. Ça n'était pas possible nationalement. S'il n'y avait pas eu les CHU pour faire ça, il n'y aurait pas de maladies infectieuses dans ce pays. C'est la même chose sur les génomes. Moi, mon premier séquenceur, c'est le PHRC qui l'a payé. C'est ni l'INSERM, ni le CNRS, c'est le PHRC. Et vous voyez là aussi l'explosion de la connaissance des génomes. Demain, on fera des génomes en 24 heures sur les bactéries émergentes. Mais vous voyez sur la diapositive de droite la proportion de l'incompréhension totale du monde que nous avons. C'est-à-dire que quand on séquence tout ce qu'il y a dans notre environnement, eh bien, il y a 70% des séquences génétiques dont on ne sait pas si elles sont virales, si elles sont bactériennes ou si elles appartiennent à des eucaryotes. Donc c'est une ignorance
complète de à quoi raccrocher 70% de l'expression du vivant nous est totalement inconnu et c'est un des défis de l'avenir. Quand on voit ça, on doit prendre conscience tout de suite que à chaque fois qu'on nous pose une question, on doit dire attendez, je ne sais pas, l'état des connaissances est ça, mais je sais que déjà demain il sera différent parce que dans cette période, l'évolution de la connaissance est radicale et elle nécessite des changements de pensée, de paradigme. La diapositive suivante. En même temps, nous sommes ignorants, mais on n'est pas tous au même degré d'ignorance. Il y en a qui sont ignorants parce qu'en plus, ils ne lisent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc il y en a qui sont ignorants parce que personne ne sait, et d'autres qui sont ignorants parce qu'ils ne savent pas. Je vais vous dire, premièrement, la folie de la grippe espagnole. En réalité, la grippe espagnole a tué, et 85 à 90% des gens qui sont morts d'infections bactériennes. On le savait au début de 2009. Et donc, c'est intéressant, la bonne pratique des antibiotiques que j'ai appris avec mon ami Bricker, qui était on ne donne pas d'antibiotiques à la grippe, n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait de donner des antibiotiques aux gens qui ont 48 heures de grippe est la meilleure sauvegarde pour empêcher les gens de mourir. Et d'ailleurs, la proportion des gens qui meurent de grippe diminue, et la proportion de ceux qui meurent de surinfection bactérienne diminue depuis qu'on a les antibiotiques. Donc, vous voyez un modèle massif qu'on a tous enseigné, qui est faux, dont on s'est rendu compte par l'analyse, par la connaissance. Vous voyez, donc, il n'y aura plus de grippe espagnole parce qu'on a des antibiotiques et parce que 50% mourraient d'infection à pneumocoque et qu'on a du vaccin pour prévenir le pneumocoque. On le savait, c'était publié par Klugman en 2006. Il écrivait dans un papier du journal Nature, le vaccin anti-pneumococcique protège contre la grippe. C'était écrit, on le savait. Mais c'est un de nos problèmes, c'est que les virologues ne lisent pas la bactériologie, les bactériologistes ne lisent pas la virologie, et que donc si vous mettez grippe, et que vous mettez ça comme mot-clé dans tous les meilleurs journaux du monde pendant 10 ans, il n'y en a pas un sur lequel il y a marqué grippe et pneumocoque, alors que c'est le pneumocoque qui tue dans la grippe. Vous voyez ? Donc c'est simplement de l'aveuglement. Le deuxième aveuglement, c'est la folie de la grippe aviaire. Attendez, toutes les maladies infectieuses émergentes commencent toujours par les formes les plus graves, et qui sont toujours détectés parce que le personnel de santé est malade. C'est comme ça qu'on les détecte. Quand un personnel de santé meurt de la même maladie qu'un malade qu'il a reçu dans l'hôpital, c'est comme ça qu'on découvre les maladies. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus mortelles. On est en train de voir dans la grippe aviaire, sur laquelle tout le monde fantasme, qu'en réalité, c'est plein de formes asymptomatiques. Il y a des gens qui sont au contact des poules, qui ont des anticorps contre H1N1 et qui n'ont pas fait la maladie. Elle n'est pas plus mortelle que les autres. Quant à l'image du furet, qui est devenu maintenant le grand prédicteur de ce qui va être la transmissibilité, si vous avez déjà vu comment se transmet la grippe entre les humains, c'est-à-dire essentiellement par les mains, si vous expliquez comment le furet peut devenir un modèle de transmission de la grippe, c'est que manifestement, on ne voit pas les mêmes choses. C'est pas vrai. La prédiction par le furet, c'est pas vrai. C'est la prédiction chez le furet. Voilà. C'est ni supérieur ni inférieur à la prédiction qu'on voit chez le truc. La folie du bioterrorisme. J'ai été au milieu. J'ai transformé le rapport qu'on me demandait de faire au ministère de la Santé en quelque chose sur les maladies infectieuses émergentes parce que je ne voulais pas parler simplement d'une crise dont je voyais bien une partie des tenants et des aboutissants, en particulier l'intoxication que nous faisaient les services américains. En réalité, le bioterrorisme microbien, il n'y a eu depuis 40 ans que 2 exemples. Un, c'est l'armée russe qui a développé dans un laboratoire P3 à Ekaterinbourg du charbon et qui a laissé s'envoler un nuage de charbon qui a tué au moins 100 personnes de sa propre population. Elle s'est tirée dans le pied. Deuxièmement, c'est les Américains, dans le laboratoire de Fort Detrick, ont recruté un scientifique qui avait un très lourd passé psychiatrique, qui était fou en pratique, qui travaillait tout seul, qui a militarisé les choses, qui est ressorti de Fort Detrick avec des ports de charbon dans les poches et qui a envoyé ça à des hommes politiques et des journalistes, qui a fait un foin et qui fait que l'ensemble des pays qui travaillent sur les bactéries un peu difficiles sont empoisonnés parce que les Américains ont été incapables de gérer dans leur armée des armes qu'ils mettaient au point eux-mêmes et qui n'ont tué que leur population. Et à partir de ça, on ne peut plus travailler sur la peste, on ne peut plus travailler sur la tularemie, on ne peut plus travailler sur des maladies qui tuent vraiment les hommes, parce que tout ce fantasme a pris toute la société autour du bioterrorisme, qui n'a jamais été que de la très mauvaise gestion des 2 plus grandes armées du monde. Je vous signale d'ailleurs que c'est les mêmes armées qui ont le virus de la variole, qui est la chose la plus dangereuse du monde. Donc ça devrait amener à des réflexions sur la destruction des souches de la variole. Quatrièmement, c'est une chose qui a pendant longtemps inhibé le développement des maladies infectieuses. Moi, je me souviens de Lazare me disant « on ne va pas faire les maladies infectieuses à l'INSERM puisqu'il y a l'Institut Pasteur qui s'en occupe ». L'Institut Pasteur, entre-temps, est devenu un institut essentiellement concerné par la recherche fondamentale et la recherche, le soin, l'épidémiologie, le diagnostic. Le diagnostic a été vendu à Cerba, l'épidémiologie a petit à petit disparu, le transfert a été vendu à Biorad et l'Institut Pasteur est devenu un institut essentiellement
de recherche fondamentale qui se réouvre, c'est très bien, sur les maladies infectieuses, mais il ne faut pas croire que les problèmes du pays vont être gérés par l'image que vous avez de l'Institut Pasteur il y a 50 ans. Parce que j'étais étudiant, c'est plus le même. C'est la recherche fondamentale qui absorbe 90% de l'énergie de l'Institut Pasteur. Ça ne vous fera pas la santé. La santé, c'est les CHU. D'accord ? Il y a une discordance entre observation et chiffres nationaux. Moi, si vous voulez mon avis, la maladie prioritaire émergente dans ce pays, c'est les septicémies nosocomiales. J'ai estimé que ça a tué 12 000 personnes par an. Les Lyonnais avec qui on travaille pensent qu'il y en a 24 000 morts par an. Les Anglais disent qu'il y a 10 000 morts simplement par les septicémies à staphylocoque doré. Je m'excuse, c'est plus important pour l'instant que le SARS. Mais simplement, on ne le regarde pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'excite pas les populations de voir qu'on meurt de bactériémie à l'hôpital alors qu'on ne pourrait pas en truc. Il y a des mesures pour pouvoir lutter contre ça qui ont été mises en place sur des sites pilotes aux États-Unis qui permettent de réduire de 30% cette mortalité par des mesures simples. Ça, c'est un élément essentiel, c'est de l'observation, mais c'est sûr que l'observation que nous faisons comparée à l'observation de l'INVS, dans le même temps, l'INVS notait sur la même période qu'il y avait 340 morts. Et nous, on pensait qu'il y avait, rien qu'à Marseille, une surmortalité de 100 personnes. Ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Et donc, il y a des moyens d'observation, pas seulement en Afrique, il faut regarder en France de quoi les gens meurent, ce qui est une chose très importante. Enfin, pourquoi ? C'est parce que la veille sanitaire est de nature biostatistique. Ce n'est pas les médecins santé publique qui font la veille sanitaire, c'est la biostatistique. Ça, c'est la leçon du CDC aux États-Unis. C'est fait par des PhD de biostatistique. On manie des chiffres, des données massives. Je vous rappelle simplement qu'en 1976, la maladie des légionnaires a été trouvée parce qu'il y avait une surmortalité des hommes de plus de 50 ans pendant 2 semaines à Philadelphie et que ça a été vu sans qu'un seul médecin ait vu. C'est des statistiques, c'est de la comparaison par rapport à la moyenne statistique. C'est comme ça qu'on découvre les pathogènes émergents. La diapositive suivante. Donc l'État doit s'appuyer sur une base scientifique élargie et rapide pour intégrer les données nouvelles qui se multiplient. Là, on est à l'âge des analyses massives. Tout est répertorié dans les hôpitaux. Il y a maintenant 3 programmes de microbiologie qui circulent dans tous les hôpitaux. Il faut utiliser et avoir des méthodes d'analyse massive. C'est un des points clés de l'avenir. Il faut détecter les événements anormaux. Il faut analyser les signaux. On a besoin de ça beaucoup plus que de réseaux. Un des problèmes que nous avons, c'est que l'INVS est venu du réseau national de santé publique, qui était un réseau de médecins. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'analyse massive de données. Deuxièmement, il faut développer sur la veille sur les syndromes. La veille sur les syndromes, c'est non médical. Actuellement, si vous voulez savoir s'il y a le début d'une épidémie de gastro-entérite, ça a été étudié. Le premier signe, c'est vous tapez gastro-entérite sur Google. Si vous avez une augmentation massive du nombre d'interrogations dans le domaine où vous êtes, c'est le premier de tous les signaux. Le deuxième, c'est l'absentéisme des femmes jeunes, parce qu'elles gardent leurs gosses qui ont une gastro-entérite. Le troisième, c'est la consommation d'antidiarrhéiques dans les pharmacies. Et enfin, c'est seulement les médecins qui disent « Tiens, j'ai vu 3-4 gastro-entérites cette semaine ». Donc il faut changer la nature de la veille des signaux. Il y a une restructuration de la recherche. Il faut mettre à la disposition de tous les investigateurs les données de mise à jour. Moi, j'avais dit à Jean-François Mattei en 2002, et son cabinet avait apprécié plus ou moins, ce que tu risques le plus, c'est que personne ne sait quand on meurt. Dans ce pays, ce que je vous disais, vous voyez, en 1976 aux États-Unis, en 2002, il n'y en avait pas le début de tout ça. Et je lui écris, c'est une des recommandations de mon rapport, je ne me souviens plus, la 73. Et vous savez ce qui s'est passé en 2003. En 2003, quand il y a eu l'explosion de la canicule, je l'ai appelé en lui disant « Écoute, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème, est-ce que je peux t'aider ?» Je venais de finir ma mission au ministère. Il m'a dit « Non, je me suis tourné vers la Direction générale de la santé qui lui a dit « C'est des bêtises, c'est la presse. » Août 2003. C'est-à-dire que les services de l'État étaient incapables, et à la fin, les statistiques ont été faites par les croque-morts. C'est les croque-morts qui ont dit, écoutez, on est en rupture de cercueil au milieu du mois d'août à Paris. Donc c'est ça l'état de la veille. Et moi, j'ai demandé pour savoir, j'ai une hypothèse que je veux vérifier, je pense que H1N1 a sauvé 2 à 3 000 vies en France. Parce qu'elle a inhibé, pour des raisons absolument incompréhensibles, les autres circulations de la grippe, et qu'elle s'est arrêtée en décembre. Je veux vérifier ça. Donc je voudrais avoir les données du pays. Pour l'instant, on ne peut pas les avoir, et pour les avoir, il faut que je paye 30 000 € pour pouvoir savoir qui est mort dans ce pays et où, dans les données qui sont collectées par le pays. Donc vous voyez, l'accès aux données brutes, c'est un des éléments essentiels de la surveillance, et il faut les mutualiser. Et enfin, il est nécessaire d'investir dans des nœuds technologiques multiples de type IHU, mais pas qu'à Marseille. La diapositive suivante. Il faut amener la diapositive suivante. Ah, c'est parti. Et enfin, on a une désorganisation, un centralisme et un isolement. Avoir créé l'INVS à Saint-Maurice sans microbiologie, sans malades, sans recherche et sans universitaires, c'est une faute. Il faudra bien à un moment réfléchir, il faut mettre les gens ensemble.
Sinon, on crée des cultures qui sont non seulement séparées, mais qui deviennent antagonistes. Les uns et les autres se sentent en compétition, se disputent, ne pensent plus pareil. Ce n'est pas la peine de faire des réunions si les instituts sont complètement isolés. Il faut les regrouper, il faut faire des nœuds dans lesquels on met les gens ensemble et qui travaillent ensemble. On a détruit la recherche en maladie tropicale et des voyages. C'est quelque chose qui avait plus de 100 ans. L'armée, d'un coup, a décidé, ce qui était la plus grande source de médecins de médecine tropicale, a décidé de tout déplacer à Brittany. Et donc, on fait maintenant la médecine tropicale et des voyages à Brittany. Et à peu près tous les gens qui étaient responsables de ça, je regrette beaucoup parce que j'avais beaucoup aidé à la formation scientifique avec un accord avec l'armée, ont tous démissionné. On a détruit la base de ça. Les centres nationaux de référence se reproduisent à l'infini sans jamais faire face. Est-ce qu'en France, on a besoin d'un centre national de référence spécialiste de la peste, du charbon ou de la rage? Enfin, ou est-ce qu'il faut avoir des centres de connaissances? Ça n'a pas de sens par rapport à des priorités de santé publique. Les comités, je m'excuse de dire ça, vous voyez, vous me faites venir à Paris pour parler 5 minutes, mais faites perdre plus d'une journée pour ça. Donc je le ferai une fois, je ne vais pas faire que ça, parce que je dois travailler de temps en temps. Donc les comités sont surtout composés d'oisifs ou de Parisiens. Parfois les deux. Pour des raisons mécaniques. Je m'excuse, ce pays pourrait aussi un peu se moderniser et commencer à faire des vidéoconférences qui ne nous obligent pas à perdre une journée pour venir discuter avec pendant une demi-heure. Il faut un peu se moderniser, tout ne peut pas se passer dans une salle de réunion au ministère. Donc ça, aux États-Unis, on fait ça depuis longtemps, je m'excuse, mais enfin, n'importe qui avec un ordinateur est capable de faire une visioconférence, il faut s'arrêter de nous faire venir pour rien. Voilà. Pour passer une journée et demie, sinon vous n'aurez pas, enfin vous aurez les experts que vous aurez, mais en tout cas vous n'aurez pas ceux qui travaillent, voilà, parce qu'ils n'ont pas le temps. Les institutions ont des lobbying majeurs qui souvent n'ont rien à voir avec leur finalité. Moi, je peux vous dire que quand j'étais au ministère, les seules structures d'urgence qui existent dans ce pays pour le soin, ce sont les CHU, il n'y en a pas d'autres. Parce que c'est là qu'il y a du monde, c'est là qu'il y a des techniciens, c'est là qu'il y a des gardes, et c'est là qu'on a l'habitude de faire les choses. Moi, j'étais au ministère, quand j'étais au ministère de la Santé, la dame qui était en charge de ça voulait que tous les centres de réception de risques suspects soient au contraire extérieurs au CHU, y compris chez les gens qui n'avaient jamais organisé de cadre. Donc je pense qu'il faudra arriver à créer des pôles, des infectiopôles regroupant de façon transversale, et pas qu'à Marseille, j'avais proposé qu'il y en ait 7, y compris à Paris d'ailleurs, hein, qui a bien le droit d'avoir une organisation pour les maladies infectieuses. Vous avez vu jusqu'à quel point je suis bienveillant. Et que le pays soit maillé de nœuds dans lesquels il y ait des docteurs, des épidémiologistes, des scientifiques et de la technologie pour que nous ne deviennons pas un pays de deuxième zone dans la lutte contre les maladies infectieuses.